15h30, soyez les bienvenus sur BFM TV si vous nous rejoignez cet après-midi. Fin de cavale pour le chef d'Al-Qaïda. Les États-Unis ont éliminé le numéro 1 d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, sur son balcon à Kaboul, en Afghanistan. Successeur d'Oussama Ben Laden, il était l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre 2001. Il était donc recherché depuis plus de 20 ans. Justice a été rendue, a annoncé Joe Biden. Le commissariat de Vitry-sur-Seine, près de Paris, visé par une attaque dans la nuit de dimanche à lundi. Une vingtaine d'individus ont lancé des mortiers d'artifice et des cocktails Molotov. Bilan 3 interpellations, une garde à vue, mais pas de blessés selon la préfecture de police. La troisième vague de chaleur s'étend aujourd'hui au nord de l'Hexagone. Il va faire jusqu'à 39 degrés, 40 localement. 5 départements sont toujours placés en vigilance orange canicule dans le sud. Nous vous donnerons dans ce journal des idées pour vous rafraîchir. Et puis Marine Le Pen fait le bilan du début de législature de son parti à l'Assemblée et fustige les 100 premiers jours du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Il ne s'est rien passé, a-t-elle déclaré lors d'un point presse que vous avez suivi sur BFM TV. Justice a été rendue. Déclaration de Joe Biden pour annoncer la neutralisation du chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, 71 ans. Il a été tué dans la nuit de samedi à dimanche par une frappe de drone américain à Kaboul, en Afghanistan. La fin d'une traque de plus de 20 ans de l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre 2001. Pierre-Henri Holderbaum. Sa tête était mise à prix à 25 millions de dollars par les États-Unis. Le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, a été tué dans la nuit de samedi à dimanche en Afghanistan, comme l'a annoncé Joe Biden dans une allocution. Samedi, sous mes ordres, les États-Unis ont mené avec succès une frappe aérienne à Kaboul, en Afghanistan, qui a tué l'émir d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Repéré à plusieurs reprises sur un balcon, Ayman al-Zawahiri a été frappé par 2 missiles Hellfire tirés par un drone américain à Kaboul. L'un des hommes le plus recherchés dans le monde avait repris la tête de l'organisation terroriste Al-Qaïda à la mort d'Oussama Ben Laden, tué en 2011 par un commando américain en Pakistan. Considéré comme l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre, qui avait fait pas loin de 3000 victimes. Aux familles qui ont perdu pères et mères, maris, femmes, fils et filles, frères et sœurs, amis et collègues, ce jour douloureux de septembre, j'espère que cette action décisive permettra de tourner la page. Responsable de milliers de morts, il se fait connaître en 1981 pour son implication dans l'assassinat du président égyptien Anwar al-Sadat pour le compte du djihad islamique qu'il fonde en 1970. Diplômé en médecine, il soignait même dans les années 80 les djihads qui combattaient les soviétiques avant de rencontrer Ben Laden qu'il rejoindra fin des années 90 dans l'organisation Al-Qaïda. Ayman al-Zawahiri est à l'époque l'ennemi numéro 1 des États-Unis pour avoir commis en 1998 des attentats contre des ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. On va retrouver tout de suite Loubna Anaki, la correspondante de BFM TV aux États-Unis. Loubna, comment les Américains réagissent-ils aujourd'hui à cette nouvelle? Qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui se lit dans la presse? Eh bien ici, les réactions sont unanimes. Tout le monde se félicite de la mort d'Ayman al-Zawahiri. Les médias américains saluent le travail des services de renseignement américains qui n'ont jamais cessé toutes ces années d'essayer de le localiser. Ils saluent également la décision de Joe Biden de l'éliminer. Dans une Amérique plus divisée que jamais, cette annonce a offert un moment d'unité. Côté républicain, par exemple, le sénateur Lindsey Graham, connu pour sa fidélité sans faille pour Donald Trump, eh bien Lindsey Graham a félicité l'administration Biden pour, je cite, cette victoire dans la lutte contre le terrorisme. C'est aussi une victoire pour Joe Biden ici aux États-Unis, surtout après ce retrait chaotique d'Afghanistan il y a un an. On s'en souvient, un retrait chaotique pour Joe Biden. Même la chaîne Fox News, la chaîne conservatrice, a un peu changé de ton depuis hier. D'habitude, les présentateurs raillent le président américain. Ils le présentent comme un leader sénile et mou. Et bien là, Joe Biden a prouvé qu'il pouvait prendre des décisions militaires et qu'il pouvait se montrer ferme face au terrorisme. Cela va sans doute faire du bien à sa cote de popularité en berne depuis plusieurs mois. Et à 100 jours des élections de mi-mandat, c'est forcément une bonne nouvelle pour les démocrates. Merci Loubna Anaki pour ces précisions donc, sur les réactions aux États-Unis après donc, cette annonce de Joe Biden d'avoir donc tué ce numéro 1, ce chef d'Al-Qaïda. Avant de revenir sur le portrait d'Ayman al-Zawahiri, François Durper, consultant aux États-Unis, BFM TV, est revenu sur le message adressé justement par le président américain. Joe Biden, dans un discours de 7 minutes, il a adressé un triple message, un message à la population américaine,
vous êtes vengés, un message aux terroristes. Quoi qu'il se passe et quel que soit le nombre des années, nous finirons par vous retrouver. Et là, vous l'avez souligné, 21 ans de traque pour El-Zawahiri. Et puis un message pour les talibans, vous n'allez pas redevenir une rampe de lancement pour le terrorisme mondialisé ou un refuge pour tous les terroristes du monde. Néanmoins, on peut dire que Joe Biden, il est quand même critiqué. Il est critiqué par les républicains notamment, parce que les républicains disent que faisait El-Zawahiri précisément en Afghanistan, à Kaboul, à son balcon, en train, comme tous les jours, de prendre le soleil au balcon. Évidemment, ça pose une question sur la politique américaine en Afghanistan. On sait que les États-Unis sont partis il y a de cela un an, jour pour jour. Un succès donc pour les États-Unis après cette déroute en Afghanistan et surtout donc une traque, on le disait, de plus de 20 ans de cet homme, de Ayman Al-Zawahiri. Oui, 20 ans de traque, et on peut dire donc c'est la mort d'un terroriste du passé, parce qu'aujourd'hui El-Zawahiri, quelle était son action? Il était à la direction d'Al-Qaïda, sauf que Al-Qaïda n'est plus une organisation centralisée. Donc ça veut dire qu'il ne dirigeait rien du tout. Ça fonctionne plutôt sous forme de franchise au Yémen, au Sahel, voire en Inde. Et il était surtout un influenceur terroriste capable de mettre des vidéos sur les réseaux sociaux, encore en mai dernier, sur le djihadisme précisément au Cachemire. Il y a une nouvelle génération de terroristes née du chaos en Irak, de la guerre civile en Syrie. Alors maintenant, la grande question qui se pose, c'est quelles conséquences pour Al-Qaïda. La première, c'est en termes de crise de succession. Et puis la seconde, c'est la philosophie du mouvement. Est-ce que finalement toutes ces succursales vont se concentrer sur les crises locales, ou est-ce qu'elles vont être capables de s'unir pour une vision globale et stratégique? Il faut rappeler qu'Al-Qaïda n'a pas touché l'Europe ou l'Amérique du Nord sous forme d'attentats depuis les attaques à Londres en 2005. Et la France, via un communiqué du ministère des Armées, salue la neutralisation d'Ayman Al-Zawahiri. Alors, qui était le chef d'Al-Qaïda, successeur d'Oussama Ben Laden, à la tête de l'organisation terroriste? Son portrait avec Pierre-Henri Holderbaum. Il était l'ennemi public numéro 1 des États-Unis et le cerveau du terrorisme. Ayman Al-Zawahiri rejoint dès l'âge de 15 ans le groupe islamique le plus ancien, les Frères musulmans. Et un an plus tard, il est arrêté, puis entame des études de médecine. Un intellectuel, si l'on peut dire. C'était un médecin, et il vient d'une grande famille avec des liens très proches avec les grandes mosquées du Caire. Mais c'est le parcours de la barbarie qu'il emprunte. En 1981, il se fait connaître pour son implication dans l'assassinat du président égyptien Anwar al-Sadat pour le compte du djihad islamique qu'il fonde en 1970. Anciennement diplômé en médecine, Ayman Al-Zawahiri soigne même dans les années 80 les djihadistes qui combattaient les soviétiques. Pendant cette période, il fait une rencontre qui marque sa vie, celle d'Oussama Ben Laden, qu'il rejoint fin des années 90 et commet très rapidement des attentats contre des ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Ayman Al-Zawahiri devient naturellement le numéro 2 d'Al-Qaïda. Al-Zawahiri était vraiment la tête pensante en quelque sorte du groupe, même peut-être plus que Ben Laden. Tous les deux sont considérés comme les cerveaux des attentats du 11 septembre, qui ont fait pas loin de 3000 victimes. Ils gèrent Al-Qaïda comme une multinationale et créent des entités partout dans le monde, en Égypte, en Libye, en Syrie et même au Yémen. À la mort d'Oussama Ben Laden en 2011, tué par un commando américain au Pakistan, Ayman Al-Zawahiri prend la tête de l'organisation terroriste. Également dans l'actualité, cette enquête à présent après l'attaque d'un commissariat de police à Vitry-sur-Seine en région parisienne. Une vingtaine de personnes ont jeté des cocktails Molotov et des mortiers d'artifice sur l'établissement ainsi que sur un véhicule de la BAC dans la nuit de dimanche à lundi. Parmi les hypothèses envisagées, des représailles après une récente opération de police anti-stupéfiants. Retour sur les faits avec Laurine Velay, Jérémy Père et Milan Argelas. Sur ces images amateurs, le commissariat de Vitry-sur-Seine est la cible de mortiers d'artifice. L'attaque a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Elle a duré 45 minutes. Il y a eu une attaque organisée du commissariat de Vitry suite à des heurts entre les jeunes et la police. Ils ont été attaqués sur leur parking avec des jets de cocktails Molotov. 4 cocktails Molotov au total, jetés par une vingtaine d'individus vêtus de noir et cagoulés.
dans la cour du commissariat vers 1h du matin. Les policiers sortent pour tenter de protéger l'établissement et d'interpeller les auteurs des faits. Ils essuient alors une pluie de mortiers d'artifice envoyés par les agresseurs. L'un d'entre eux explose dans une voiture de la BAC. 56 impacts ont été relevés sur ce véhicule. L'attaque aurait été perpétrée en représailles d'une opération de police lancée durant le week-end dans une cité voisine. Pour éviter que les agressions ne se multiplient, les syndicats de police réclament plus de moyens et le soutien de leur hiérarchie. J'aimerais aujourd'hui que la direction du Val-de-Marne prenne en compte que ces attaques ne sont pas anodines et qu'elles sont très sérieuses. On n'a aucun soutien de la hiérarchie sur place. Bien au contraire, on minimise les blessures. Et il est important aujourd'hui vraiment de prendre tout ça au sérieux. La réalité, c'est que le soir, sur les services de nuit, il y a beaucoup moins de monde dans les commissariats. Et pour travailler dans de bonnes conditions, il faut avant tout du personnel humain, sur le terrain. Selon le parquet de Créteil, une personne est actuellement en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, dégradation et actes d'intimidation. Bonjour Julien Chénardi, vous êtes secrétaire régional Alliance Police Nationale 94. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, comment vont vos collègues qui ont été attaqués dans ce commissariat? On sait que certains d'entre eux souffrent notamment d'acouphènes. Écoutez, je les ai eu au téléphone tout à l'heure, ils vont bien, moralement, le moral est toujours là, ils sont ultra déterminés et physiquement ils ressentent toujours ces acouphènes, mais ça ne les empêchera pas de revenir sur le terrain et de continuer leur travail parce que le travail de policier, c'est une vocation. Est-ce que vous nous confirmez que c'était une attaque coordonnée qui avait été minutieusement préparée ? Je vous le confirme, tous les éléments qu'on a en notre possession laissent penser qu'ils avaient bien préparé leur attaque, ils avaient préparé des mortiers, des cocktails Molotov, il y avait des dispositifs artisanaux permettant de maintenir les mortiers en tir tendu, fixés sur des barrières pour les maintenir en tir tendu face aux forces de l'ordre. Donc l'objectif très clairement, c'était de tuer des policiers le plus possible. Et je peux vous dire que cette intervention, mes collègues me l'ont raconté tout à l'heure, c'était un déluge de feu, c'était une guérilla en plein centre-ville de Vitry-sur-Seine, avec des tirs de mortier dans tous les sens, des cocktails Molotov, du feu, du bruit, de la fureur, des flammes de partout. Et véritablement, mes collègues ont vécu, certains sont des anciens CRS, ils ont connu des périodes de violence urbaine, mais là, ils ont quand même vu quelque chose qu'ils n'avaient pas vu depuis très très longtemps. Ce qui pose peut-être la question de la sécurisation de ce bâtiment. La préfecture de police a déclaré qu'elle avait sécurisé avec des renforts le périmètre du commissariat hier soir. C'est un vrai problème, le manque de sécurisation de ce bâtiment en particulier ? Je ne pense pas que ce soit le manque de sécurisation. Je pense que le véritable problème aujourd'hui, c'est la délinquance, tout simplement. C'est la délinquance qu'on ne gère pas assez, déjà sur le volet judiciaire, on l'a dit. Le problème aujourd'hui de la police, c'est la justice. Et effectivement, on n'a pas les peines qui sont aujourd'hui exemplaires et qui permettent de mettre au trou pendant un long moment les délinquants et les criminels. Et la deuxième chose, c'est les effectifs. Il faut savoir que ce soir-là, donc dans la nuit du 31 au 1er août, il y avait 9 fonctionnaires de police dans le commissariat de Vitry-sur-Seine. 9 fonctionnaires pour assurer la sécurité de nuit de la plus grosse ville du Val-de-Marne. Il y a plus de 90 000 habitants à Vitry-sur-Seine. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant, 9 fonctionnaires de police, pour juste assurer la sécurité de cette ville? Je ne dis pas que les faits ne se seraient pas produits, ils se seraient produits quand même parce qu'on est face à une délinquance ultra-violente et déterminée, mais néanmoins, quand on a besoin de renforts, quand on a besoin de sécuriser aujourd'hui, de se sécuriser soi-même quand on est policier, on doit être nombreux. À cette heure, donc 3 personnes ont été interpellées, une reste en garde à vue. Le parquet précise qu'à ce stade, toutes les hypothèses sont sur la table, y compris celle de représailles après une opération de police anti-stupéfiants lancée durant le week-end dans la cité voisine Lucien Français. C'est une piste aussi que vous privilégiez de votre côté ? Écoutez, l'enquête est en cours, j'en sais rien. C'est possible que ce soit des représailles. Le fait est qu'aujourd'hui, quel que soit le motif, il n'y a pas d'excuse pour s'en prendre à des policiers, il n'y a pas d'excuse pour jeter des cocktails Molotov dans la cour d'un commissariat, et il n'y a surtout pas d'excuse pour tirer au mortier dans l'habitacle d'un véhicule de policier. On a relevé plus de 56 impacts sur le véhicule, c'est dire vraiment la violence de l'attaque. Est-ce que vous diriez que c'est une situation inédite, ce qui s'est déroulé cette nuit-là ? Non, pas du tout. C'est une situation qu'on a retrouvée déjà de nombreuses reprises à Villeneuve-Saint-Georges pendant le 14 juillet. On l'a retrouvée à Champigny-sur-Marne régulièrement. Aujourd'hui, et partout en France, vous avez régulièrement ce type d'attaque. On en fait plus ou moins, ça fait plus ou moins la une des médias en fonction de l'actualité. Mais très clairement, c'est quelque chose qui est très fréquent et tous les policiers vous le diront.
Merci beaucoup, Julien Chénardi, d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Il est 15h45, on en vient à présent à cette troisième vague de chaleur de la saison qui remonte aujourd'hui vers le nord de la France. Toujours 5 départements qui sont en vigilance orange, canicule dans le sud-est et les Pyrénées-Orientales. Les températures qui pourraient localement atteindre les 39 degrés dans l'Hexagone, voire 40 surtout demain. Chloé Giraud, on vous retrouve à Lyon dans le parc de la Tête d'Or avec des personnes qui ont choisi de se rafraîchir. Tout près, vous êtes à côté d'une piscine. Oui, tout à fait. C'est possible ici dans le parc de la Tête d'Or, en plein cœur de Lyon, de pouvoir se baigner et de se rafraîchir grâce à ces bassins éphémères qui sont installés chaque été par la ville de Lyon et qui sont particulièrement plébiscités, notamment les jours de forte chaleur comme aujourd'hui. Alors là, le bassin a été vidé, évacué parce qu'il doit être nettoyé, mais il y a une nouvelle salve de visiteurs qui va arriver. On est avec Sabah qui a pu en profiter une bonne partie de l'après-midi. Il fait à peu près 33 degrés, là, ça fait du bien. Oui, quand on est au bord de l'eau, la chaleur, on la ressent beaucoup moins. Mais effectivement, déjà là, la chaleur se fait ressentir. Dès qu'on sort de l'eau, on ressent déjà la température. Vous êtes venu avec vos enfants aussi, c'est un moyen de les rafraîchir, de les sortir, même s'il fait très chaud? Oui, absolument, que ce soit pour mes filles ou moi. Il est primordial que tous les membres de la famille puissent se rafraîchir et puis trouver un endroit facile d'accès par ces fortes températures. Ici, c'est plutôt le bon endroit du coup. Les prochains jours, il va faire encore plus chaud ici à Lyon. Comment vous allez faire? Vous allez revenir ici pour vous rafraîchir? Alors de toute façon, dans les prochains jours, attendu la montée du thermomètre, il va falloir se trouver des endroits ombragés, des endroits où il y a des points d'eau. Et en cela, nous remercions donc le maire de Lyon qui a mis en place donc ce système de piscine éphémère qui permet aux Lyonnais de pouvoir se rafraîchir, surtout dans un lieu comme celui-ci. Écoutez, c'est assez exceptionnel. On a à la fois les arbres, l'ombre, l'eau. Que demande le peuple en fait? Aujourd'hui, on est bien. Merci beaucoup, Sabah. Et donc, comme vous, les Lyonnais vont devoir trouver en effet des lieux de fraîcheur dans les prochains jours, puisque le pic est attendu pour demain et jeudi jusqu'à 38-39 degrés. On imagine donc que ces piscines éphémères vont être très plébiscitées dans les jours à venir. Merci Chloé Giraud avec Valentin Rivolier à Lyon pour BFM TV. On en vient à la politique à présent et cette dernière séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale avant une trêve estivale, plus longue qu'à l'accoutumée, on va en parler dans un instant. Tout d'abord, Loïc Besson, on vous retrouve au Palais Bourbon, puisque avant de partir en vacances, Marine Le Pen a tenu un point presse pour dresser le bilan du début de législature de son groupe Rassemblement National. Elle en a aussi profité pour fustiger les 100 premiers jours du nouveau mandat d'Emmanuel Macron et adresser un avertissement pour la rentrée. Oui, c'est ça, c'est la dernière semaine des questions au gouvernement et on sent que les députés en ont besoin. Ils sont tous à cran, quels que soient d'ailleurs les bancs dans lesquels ils siègent à l'hémicycle. Ça reste agité pour autant. Dernière séance de questions au gouvernement à l'instant et les députés de la France Insoumise viennent de quitter l'hémicycle après des accusations d'antisémitisme, notamment après une réponse à laquelle répondait le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Les députés qui ne reprendront les séances dans l'hémicycle qu'au mois d'octobre. Pour la première fois, il n'y aura pas de session en septembre. C'est la première fois en 20 ans. Et vous l'avez dit, Marine Le Pen en a profité pour fustiger le gouvernement qui l'a demandé, qui montre bien qu'il n'y a pas d'impulsion dans ces 100 premiers jours. Écoutez. Le vide parlementaire de septembre signifie clairement que le gouvernement n'a pas de texte prêt à être discuté, en particulier sur la sécurité, sur la santé ou sur le contrôle de l'immigration. Alors le gouvernement justifie ce temps pour le laisser justement à la concertation. La majorité explique qu'il faut surtout se féliciter que tant ait été voté en si peu de temps depuis le début de cette nouvelle législature. Merci beaucoup Loïc Besson à l'Assemblée nationale pour BFM TV avec Médéric Soltani. Lors de ses dernières questions au gouvernement de la saison, Gérald Darmanin s'est exprimé, le ministre de l'Intérieur qui a évoqué notamment l'expulsion de l'imam Hassan Iqiyoussen accusé d'être lié aux frères musulmans. Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est avec beaucoup de soulagement que nous avons appris enfin la décision d'expulser l'imam Iqiyoussen, un prédicateur notoirement connu dans le Nord, lié aux frères musulmans. Depuis les années 2000, cet individu inonde YouTube en toute liberté, en toute impunité, mais aussi produit un discours de haine dans un certain nombre de mosquées en France et multiplie les propos antisémites, homophobes, sexistes. Les juifs sont qualifiés d'usuriers, de voleurs, la haine d'Israël, le mariage pour tous comparé à celui entre animaux,
la négation du génocide arménien, j'en passe et des bien pires. Et tout ça dans une indifférence presque générale. Je dis presque générale parce qu'en réalité, même s'il piétine les valeurs de notre pays depuis 2016, dans sa bonne ville de Lourges, dans ma circonscription, eh bien j'ai alerté encore et encore depuis 2016 les autorités préfectorales et locales sur les propos indécents de cet individu, qui mettent évidemment mal à l'aise d'ailleurs jusque chez nos compatriotes de confession musulmane. J'ai alerté également sur les affaires financières qui entourent cet individu et ses amis, en plus de ses propos abjects. Face aux alertes répétées, c'est à un mur du silence que je me suis heurté, voire une certaine complaisance, un silence complice, jusqu'à cette décision estivale, Monsieur le ministre, qui j'espère ne sera pas qu'un coup de communication. Monsieur le ministre, parmi nous, au sein de cet hémicycle, certains se sont solidarisés de cet imam, trouvant tellement de circonstances atténuantes à ses propos qu'ils demandent que la France continue de l'héberger et continue de le nourrir. En parallèle, un appel de 20 mosquées a été lancé pour empêcher son expulsion. Face à cette double pression politique et islamiste, comment va se concrétiser votre décision d'expulser cet imam? Quand va-t-il enfin quitter le territoire national sur lequel il n'a rien à faire? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Chenu, le 29 juillet dernier, j'ai en effet signé moi-même l'arrêté d'expulsion ministérielle de Monsieur Hassan Iqiyoussen. Je veux rappeler que ce monsieur est né en France, à Denain, et qu'il avait la possibilité d'ailleurs de devenir français, mais il a fait le choix lui-même à sa majorité de ne pas choisir la nationalité de notre pays. Et il tient depuis plusieurs années, vous l'avez dit, un discours haineux, en particulier sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des lieux de culte. Je veux ici dire à ceux qui soutiennent M. Iqiyoussen, le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Et il qualifie de, je cite, pseudo-attentats les attentats commis en France depuis 2015. Je veux aussi dire que son expulsion a été validée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la commission précise le 22 juin dernier. Et je veux dire, et je remercie singulièrement le Royaume du Maroc, qu'un laissez-passer consulaire a été délivré voilà 24 heures pour expulser Manu Militari, M. Iqiyoussen, du territoire national. Il est inscrit au sein du fichier FPR. Nous l'avons convoqué au commissariat de police. Et dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé M. Iqiyoussen, il sera exclu du territoire national sans possibilité d'y revenir. Et pour boucler cette thématique politique avec donc cette dernière séance de questions au gouvernement avant donc le départ en vacances des députés, Jérémy Brossard, on fait le point également sur ces 100 jours, puisque voilà, ça y est, aujourd'hui marque les 100 jours du début du second quinquennat Macron. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Quel bilan on peut en tirer? C'est difficile de faire un bilan de ces 100 jours parce qu'on a une situation politique qui est assez paradoxale. On a d'un côté un président de la République qui a été réélu pour la première fois à sa propre succession, hors période de cohabitation. Ça, c'est un exploit politique. Et en même temps, on a un président qui semble moins présent, peut-être plus affaibli qu'il ne l'était lors de son premier mandat. On a vu un président qui est arrivé tard dans la campagne présidentielle, qui a semblé se désintéresser de la campagne législative, qui a mis du temps à nommer Elisabeth Borne à Matignon. Et depuis, on a surtout vu Emmanuel Macron sur les dossiers internationaux, à commencer évidemment par l'Ukraine. Ce qui fait qu'il y a une forme de déplacement. Le président de la République est beaucoup moins présent. On voit davantage ce qui se passe à l'Assemblée. Et on a vu encore une illustration à l'instant avec ces séances, ces batailles acharnées sur la question du pouvoir d'achat ces dernières nuits, notamment jusqu'au bout de la nuit, des députés qui semblent épuisés, parfois à bout de nerfs. On voit aussi des ministres qui sont beaucoup plus présents qu'ils ne l'étaient sans doute au premier mandat d'Emmanuel Macron. Donc on a une donne politique qui a complètement changé. D'une certaine manière, ça peut protéger le président de la République, le fait d'être un peu plus en retrait, en dehors de la mêlée politique. Mais en même temps, on voit bien qu'il a été très difficile pour lui de faire adopter ne serait-ce que ce thème du pouvoir d'achat, alors qu'il s'agissait simplement de redistribuer 20 milliards de pouvoir d'achat aux Français. Imaginez ce que ce sera dans les prochains mois lorsqu'il faudra parler retraite, assurance chômage, réduire la durée d'indemnisation des chômeurs, ce qui promet une bataille politique et parlementaire extrêmement dure, et ça va être très compliqué donc pour le président de la République de faire passer ces réformes dans les prochains mois.
Merci beaucoup, Jérémy. Dans l'actualité également, l'affaire de ce hacker présumé incarcéré au Maroc depuis le 1er juin, Sébastien Raoult, un Français de 21 ans, qui est accusé par les États-Unis et le FBI d'être un cybercriminel. Il risque 116 ans de prison aux États-Unis. Le jeune homme clame son innocence. Son père prend la parole ce mardi, ainsi que l'avocat de la famille qui évoque un traquenard. Écoutez. Les 2 autres personnes visées dans le mandat d'arrêt américain, dans les actes d'accusation américains et également dans les rapports des Américains transmis aux autorités marocaines, donc 3 personnes, 3 Français. Les 2 autres ont été interpellés le même jour en France que l'interpellation de Sébastien Raoult au Maroc. Donc soit c'est un hasard extraordinaire, soit c'est une action transnationale de concert entre autorités françaises, marocaines et américaines. C'est surprenant. C'est peut-être un hasard, mais à partir de ces éléments, la thèse d'un traquenard se dessine. Avec nous, Mélanie Vecchio du service police-justice. Que demande également le père de Sébastien Raoult? Le père qui a pris la parole tout à l'heure et qui dénonce tout d'abord l'ouverture d'une enquête en France menée par les Français et pour les Américains, car rappelons-le, ce sont les États-Unis qui souhaitent que Sébastien Raoult soit extradé. Alors à notre niveau, nous n'avons pas connaissance d'une telle enquête. En tout cas, le père de Sébastien en appelle également très clairement à la France, aux autorités, notamment à Elisabeth Borne, la première ministre, et il lui demande de se mettre en relation avec les États-Unis pour notamment entamer un dialogue en vue d'une extradition. Autre demande faite cette fois-ci au garde des Sceaux et ancien avocat, Éric Dupond-Moretti, lui a demandé de faire également une demande d'extradition pour que son fils puisse revenir en France, qu'une enquête soit menée dans l'Hexagone et qu'il soit jugé donc en France. C'est à Éric Dupond-Moretti, a-t-il dit, de reprendre la main. Et enfin, il affirme que son fils a été trahi, que son fils finalement c'est une victime. On est complètement abandonné. Sébastien Raoult, qui est détenu, je vous le rappelle, depuis 2 mois maintenant au Maroc. Merci beaucoup, Mélanie. Tout de suite, la météo. La météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. On y va pour la visite ? Regardez la météo avec Century 21, au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. La chaleur s'intensifie et se décale vers le sud-ouest puis vers le nord. Demain sera d'ailleurs la journée la plus chaude. 5 départements restent placés en vigilance orange canicule. La Drôme, l'Ardèche, le Gard, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales. Alors demain matin, réveil ensoleillé partout en France. En dehors, c'est vrai, de quelques nuages en bord de Manche et de la brume sur la côte basque ou encore les rivages méditerranéens. L'après-midi, petite instabilité sur les Pyrénées avec des averses localement orageuses et un ciel qui s'éclaircit en bord de Manche, a signalé une brise marine qui circulera sur le couloir du Rhône. Les températures de 14 à 24 degrés demain matin. Et là, ça monte vraiment, ça monte sévère l'après-midi avec des valeurs souvent supérieures ou égales à 35 degrés. Moins chaud, c'est vrai, sur l'ouest avec 26 degrés à Cherbourg, 24 à Brest ou encore 29 à Biarritz. La journée restera chaude à partir de jeudi, mais les orages devraient faire fraîche l'atmosphère sur le nord-ouest. C'était la météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. On y va pour la visite ? C'était la météo avec Century 21, au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Votre chronique, c'est les vacances et c'est peut-être la nouvelle attraction nautique de l'été, l'Overboat, une sorte de jet ski, vous allez voir, avec quand même quelques différences. Il est électrique, il n'émet pas de CO2 et surtout, il est silencieux. On a l'impression tout simplement de voler au-dessus de l'eau. Reportage à Saint-Raphaël, dans le Var, de Corentin Ledréan et Emma Arnaud. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Donc voilà la base du bateau, voilà les bateaux. Donc ce sont des overboats. Ouais, ils sont super beaux, super bien finis. Bateau futuriste. Pour ses vacances, ce couple de touristes s'est offert une balade en mer à bord d'une embarcation insolite. L'Overboat, un bateau monoplace très proche du jet ski. La différence, il est électrique et donc non polluant. Le R, c'est marche arrière. Il faudra rester appuyé dessus pour accélérer doucement et reculer. Donc on reste appuyé dessus. Et le D, simplement pour enclencher la marche avant. C'est parti pour 1 heure d'excursion sur la baie de Saint-Raphaël, à une vitesse ne dépassant pas les 30 km/h. En marche, l'Overboat s'élève à 1 mètre au-dessus de la mer. Une sensation unique.
celle de voler sur l'eau. Point bonus, il n'émet quasiment aucun bruit, pour le plus grand plaisir des pilotes. Au moment où on sort de l'eau, c'est vraiment une sensation de tranquillité, de plénitude, de voler surtout. Franchement, une sensation incroyable. On a l'impression vraiment de voler au-dessus de l'eau. On n'a pas les à-coups du jet ski. Facile d'utilisation, l'Overboat ne nécessite pas de permis bateau. Il est ouvert au plus grand nombre. On peut vraiment toucher tout le monde, donc ça c'est cool. Du plus jeune, entre guillemets, parce que c'est à partir de 16 ans jusqu'au plus vieux. Il n'y a pas beaucoup d'activités où tout le monde peut monter dessus et voilà, c'est vraiment plaisant, quoi. Comptez une 60aine d'euros pour 1 heure de balade, l'occasion de découvrir les côtes de la Méditerranée, presque dans la peau d'un dauphin. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité, à 16h, le commissariat de Vitry-sur-Seine, près de Paris, attaqué par une vingtaine d'individus dans la nuit de dimanche à lundi. Des tirs de mortier et d'artifice et de cocktails Molotov ont été utilisés. 3 personnes ont été interpellées, une est en garde à vue. Les dernières questions au gouvernement à l'Assemblée avant le départ en vacances, marquées par un fait. La France insoumise a quitté l'hémicycle. Meir Habib, un député apparenté les Républicains des Français établis hors de France, a posé une question à Éric Dupond-Moretti qui a parlé d'antisémitisme. On vous raconte tout dans cette édition. Justice a été rendue, annonce de Joe Biden. Les États-Unis ont tué le numéro 1 d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, sur son balcon à Kaboul en Afghanistan. Celui qui était l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre 2001 était recherché depuis plus de 20 ans. La sécheresse et Paris et la petite couronne qui sont à leur tour en vigilance à la sécheresse. Toute la France donc métropolitaine est désormais sous surveillance, ce qui pousse les autorités à imposer aux habitants des restrictions d'eau. Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi. Le commissariat de Vitry-sur-Seine a été attaqué au mortier d'artifice par une vingtaine d'individus. Dominique Marie, vous êtes sur place pour BFM TV. Dominique, que sait-on de ce qui s'est passé ? Il faut imaginer cette vingtaine d'individus ici à Vitry-sur-Seine devant ce commissariat que vous apercevez derrière moi, des individus cagoulés et vêtus de noir. Ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, ils vont tirer des cocktails Molotov en direction du bâtiment. Un certain nombre de ces bombes incendiaires vont franchir le bâtiment et tomber dans la cour qui se trouve derrière. Évidemment, les policiers vont sortir pour voir ce qui se passe, pour aussi tenter d'arrêter ce début d'incendie et aussi, bien sûr, tenter d'interpeller les individus qui se trouvent face à ce commissariat. C'est là que les policiers, dans un deuxième temps, vont faire face à des tirs de mortiers d'artifice. Ce sont des feux d'artifice qui, quand ils ne sont pas détournés de leur usage, ne présentent pas de danger particulier, sauf évidemment quand ils ciblent directement et qu'ils visent directement une personne. C'est ce qui va se passer d'ailleurs pour un certain nombre de policiers, notamment une équipe de la BAC dont la voiture va être ciblée. La voiture d'ailleurs à l'intérieur va être en partie détruite par ces projectiles qui sont particulièrement incendiaires. Alors évidemment, il y a par chance pas de blessés ou très peu, simplement des policiers, nous dit-on, qui souffrent actuellement d'acouphènes, ces sifflements dans les oreilles. Et puis une enquête qui a été ouverte. On sait qu'il y a 3 hommes qui ont été interpellés, 3 individus en tout cas, et seul un en tout cas est placé en ce moment sous le statut de la garde à vue. L'enquête est ouverte évidemment par le parquet et la justice pour comprendre ce qui s'est passé, tenter aussi de cerner les responsabilités, avec des policiers qui s'interrogent tout de même et qui font un rapprochement. Il y a quelques jours, dans une cité pas très loin d'ici, ils ont mené une opération, ils ont en fait arrêté un individu, une interpellation qui s'est mal passée dans cette cité qui est connue pour héberger un certain nombre de trafics, de points de deal, en tout cas pour de la drogue. Et ils font évidemment le rapprochement. Ils se demandent en fait si cette opération qui a été menée à leur encontre, cette attaque particulièrement violente qui a duré près d'une 40aine de minutes, n'est pas quelque part une sorte de vengeance ou en tout cas de représailles, dans la mesure où elle était particulièrement préméditée, particulièrement coordonnée également. Merci Dominique Marie avec Gaëtan Malaquin à Vitry-sur-Seine pour BFM TV. Cette question, la thèse des représailles est-elle à l'étude parmi les différentes hypothèses actuellement au cœur de cette enquête? Les précisions de Vincent Ventighem du service police-justice de BFM TV. Pour l'instant, aucune hypothèse n'est privilégiée, mais c'est vrai que l'hypothèse d'un événement en représailles à une arrestation qui a eu lieu ce week-end dans la cité voisine, la cité Lucien Français, est quand même dans l'esprit des enquêteurs. Tout simplement parce que les faits qui sont produits ce week-end à l'origine sont ceux d'une simple voiture qui patrouille dans le quartier Lucien Français. Ils sont insultés par différents individus et puis ils procèdent à l'interpellation d'un homme. Ça se passe relativement mal. L'homme
outrage, fait acte de rébellion. Il est interpellé. Et ce serait donc en représailles à cet événement qu'une vingtaine d'individus s'en sont pris au commissariat de Vitry-sur-Seine dans la nuit de dimanche à lundi. Alors pourquoi est-ce que les enquêteurs étudient cette thèse? Tout simplement parce que l'attaque de Vitry-sur-Seine était quelque chose de coordonné, d'organisé. On voit notamment qu'il y a eu 2 événements sur les 45 minutes d'affrontement. Une première attaque avec des mortiers et puis une seconde attaque avec des engins d'artifice, notamment. Les enquêteurs ont retrouvé sur place l'un de ces mortiers d'artifice qui était littéralement accroché à une barrière pour s'en servir un peu comme une barricade, comme si les événements avaient été vraiment préparés. Et du reste, la préfecture de police indique aujourd'hui qu'elle a renforcé le secteur pour éviter que les événements se poursuivent et qu'elle procède au contrôle des caves pour voir si d'autres engins incendiaires peuvent être découverts. C'est la fin d'une traque de plus de 20 ans. Les Américains ont tué le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, par une frappe de drone. C'était l'un des cerveaux présumés des attentats du 11 septembre 2001 qui avait remplacé Ben Laden. Les dessous de cette incroyable opération préparée depuis plusieurs semaines avec Emeline Darcourt. Cibler le numéro 1 d'Al-Qaïda et ne pas faire d'autres victimes, c'est le principe qui a guidé cette frappe aérienne contre Ayman al-Zawahiri. Selon 5 témoignages recueillis par l'agence de presse AP, la frappe a été menée par la CIA. Début avril, le renseignement reçoit l'information de la localisation du domicile d'al-Zawahiri. Il appartiendrait au ministre de l'Intérieur taliban Haqqani, qui habite lui-même à proximité. C'est le quartier de Shirpur, qui est un quartier du centre de Kaboul, qui est quasiment un quartier officiel de la capitale. C'est là où se trouvent les villas et les palais, très sécurisés. C'est le quartier où se trouvent grosso modo toutes les huiles talibanes. Donc il n'y avait aucun moyen que les talibans n'étaient pas au courant de la présence de Zawahiri là. Et par ailleurs, on voit bien qu'Azawahiri, qu'on a repéré plusieurs fois au balcon, il ne se sentait pas particulièrement en danger. C'est-à-dire qu'il se sentait relativement protégé. Joe Biden est informé avec des points réguliers en mai, en juin, puis le 1er juillet, dans la salle de crise de la Maison-Blanche, se tiennent auprès du président son conseiller à la sécurité nationale, les directeurs de la CIA, du renseignement national, du Centre de lutte contre le terrorisme. Une maquette de la maison d'al-Zawahiri est présentée à Joe Biden. Le président approuve l'opération le 25 juillet. Il a alors une exigence, qu'il n'y ait pas de victimes collatérales. Pour cela, le choix est fait d'un drone envoyant des missiles Hellfire R9X surnommés Ninja. Cette version, équipée d'un système de guidage, ne contient pas d'explosifs, mais quand elle est proche de sa cible, 6 lames se déploient. Objectif, cibler avec précision. D'après la Maison-Blanche, l'attaque avec 2 missiles Ninja a eu lieu dimanche matin à Kaboul, ce qui correspond à samedi 21h48 à l'heure de Washington. Selon la Maison-Blanche, elle n'aurait fait aucune autre victime qu'al-Zawahiri lui-même. 16h07 sur BFM TV, l'actualité politique à présent avec à l'Assemblée nationale ce nouveau coup d'éclat donc de la France insoumise qui a quitté l'hémicycle lors des dernières questions au gouvernement de cette saison. On écoute aussi la réponse du garde des Sceaux tout à l'heure, donc d'Éric Dupond-Moretti. Écoutez. Madame la Première ministre, en 2022, le nouvel antisémitisme est toujours présent en France, notamment à la gauche de cet hémicycle avec les islamo-gauchistes et cette résolution immonde de 37 députés NUPS qui, eux au moins, sont clairs dans leur haine des Juifs et d'Israël. Par clientélisme et électoralisme cynique, ils ont troqué le bleu ouvrier contre le vert islamiste, la faucille et le marteau contre la charia. On ferait, à raison, la synagogue brûle et on regarde ailleurs. Un petit mot à l'extrême gauche. Corbyn, l'apartheid. Les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau. Moi, je suis fier d'appartenir au gouvernement que conduit une rescapée. Je suis fier de ce que, en permanence, le président de la République dit pour lutter contre l'antisémitisme. Monsieur le député, voilà ce que nous avons fait. Nous avons fait des dépêches pour interdire le boycott, la création d'un pôle haine en ligne. S'en prendre à un juif, c'est s'en prendre à toute la République. Voilà, vous avez donc entendu Meyer Habib, député apparenté Les Républicains, et donc la réponse du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Les députés de la France Insoumise qui ont quitté l'hémicycle. Nous sommes en direct avec Raquel Garrido. Bonjour, merci d'être avec nous, député de la France Insoumise. Pourquoi avoir quitté l'hémicycle ?
J'avoue que nous avons été choqués par l'attitude du garde des Sceaux, qui, je le rappelle, est donc chargé de la répression des délits dans notre pays et notamment du délit d'antisémitisme, car l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et voir ce ministre aborder le sujet grave dans l'antisémitisme d'une façon aussi politicienne, aussi sale, aussi hypocrite aussi, je vais vous le dire, parce que pas plus tard que la semaine dernière, Monsieur Dupond-Moretti était ici à l'Assemblée nationale dans le cocktail de fin d'année initié par la présidente de l'Assemblée nationale, et alors il est avec nous, il nous parle, nous sommes à tu et à toi, et en bonne camaraderie politique, et puis bien ensuite dans l'hémicycle expliquer qu'en fait on serait une bande d'antisémites. Ben moi je vais vous dire, quand j'estime que quelqu'un est antisémite, je ne lui parle pas, je ne le tutoie pas, c'est pas mon ami. Et en fait, il y a quelque chose d'absolument abject à cette façon de venir faire la politique de division, parce qu'en fait leur problème c'est quoi au gouvernement? Leur problème c'est qu'ils essayent de rendre inaudible la France insoumise et la nouvelle Union populaire. Ils veulent nous salir. Ils ne peuvent pas nous répondre sur le fond quand nous militons pour la hausse des salaires, pour la taxe sur les super profits, tous ces sujets sur lesquels vous nous avez vu batailler dans l'hémicycle depuis un mois. Ils ne peuvent pas nous attaquer là-dessus, car là-dessus nous avons raison. Donc ils viennent et ils salissent. On ne peut pas accepter ça, et vous avez pu voir également que nous avons convenu, les 4 groupes, les socialistes, les communistes, les ELV et nous les insoumis, de répondre par la voix du président du groupe socialiste Boris Vallaud pour solenniser ce moment. Le ministre de l'Intérieur est précisément la personne chargée de poursuivre les antisémites et de les faire condamner. Et s'il fait son travail, quand il fera son travail correctement, eh bien nous serons à ses côtés, car nous sommes les premiers à vouloir combattre l'antisémitisme et la haine raciste, la haine des Français entre eux pour des raisons de religion, d'origine, de toutes sortes d'exclusions. Nous sommes les premiers à faire valoir cet humanisme républicain qui nous lie en tant que patriotes, en tant que compatriotes, et vouloir de cette manière, de la façon la plus laide, la plus politicienne qu'on peut imaginer, venir faire ça, c'était pas acceptable. Donc nous avons essayé de marquer la chose avec beaucoup de dignité, beaucoup de gravité, afin de rappeler finalement le garde des Sceaux au standing éthique et politique auquel il doit s'assujettir. Et Raquel Garrido, n'y avait-il pas un autre moyen d'interpeller le garde des Sceaux justement sur cette question, plutôt que de quitter l'Assemblée? On comprend évidemment le geste symbolique et la portée que ça a de voir cet hémicycle se vider de tous ces députés, mais est-ce qu'il n'y avait pas un moyen plus direct justement de l'interpeller? Bien sûr, d'ailleurs nous le faisons en général, d'interpeller les ministres. C'est d'ailleurs même l'objet des questions au gouvernement. Mais c'est eux qui ont décidé de nous attaquer dans cette circonstance. Donc nous avons géré la chose de la façon la plus forte et digne qui soit, c'est-à-dire de façon unie déjà, parce que vous avez bien compris leur manœuvre qui consiste à vouloir nous diviser au sein de la NUPES. Et ils utilisent le prétexte d'une résolution qui a été présentée par le Parti communiste à propos d'Israël, dans laquelle il y a des formulations que certains sur d'autres bancs réprouvent. Et à cette occasion, donc à l'occasion de ce texte, cette résolution présentée par le Parti communiste, le gouvernement vient et dit il y a un problème avec la France insoumise, qui d'ailleurs n'est pas à l'origine de la résolution, on va dire, contestée par le gouvernement et par d'autres bancs dans l'hémicycle. Donc nous répondons de toute façon, c'est pas complexe comme sujet, c'est un sujet très simple. Il faut être contre l'antisémitisme, il faut le réprimer, il faut le poursuivre, il faut dire que c'est une limite infranchissable entre un républicain français et un raciste, un antisémite. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est noir, c'est blanc, il n'y a pas de zone grise. Et si ce gouvernement pense qu'il y a dans l'hémicycle des antisémites, alors qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? En vérité, comme ça, à faire une sorte de démocratie urbaine et gentille. Non. On parle de délit. Donc leur travail, c'est d'identifier les antisémites et de les faire condamner. Et pour ce travail-là, nous serons aux côtés du garde des Sceaux. Mais j'ai bien l'impression que comme il ne fait pas correctement son travail, il utilise l'antisémitisme de façon politicienne, ce qui est vraiment la pire des façons, vraiment. C'est le pire service rendu à la cause. C'est vraiment, moi je trouve ça triste
triste. Et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit au garde des Sceaux quand on s'est croisés tout à l'heure, je lui ai dit, c'est vraiment dommage parce que le combat est nécessaire, le combat est urgent, il est nécessaire, il faut être efficace. Et là en fait, il affaiblit lui-même la cause qui pourtant est à l'agenda de son propre ministère. Raquel Garrido, Jérémy Brossard du service politique a une question pour vous. Oui, bonjour Raquel Garrido. Une question, j'entends votre discours sur la lutte nécessaire contre l'antisémitisme, sur le blanc ou le noir, mais malgré tout, est-ce que dans vos rangs, il n'y a pas parfois des messages d'ambiguïté lorsqu'on voit que certains députés s'affichent aux côtés de Jérémy Corbyn, qui a lui-même au Royaume-Uni été exclu de son groupe pour antisémitisme, et lorsque dans cette proposition, laissez-moi terminer, lorsque dans cette proposition de loi que vous avez défendue, il est question notamment d'apartheid concernant Israël. Est-ce qu'il n'y a pas là une part d'ambiguïté ? Alors, pardonnez-moi, Jérémy, mais votre travail, c'est d'être journaliste politique et donc d'informer correctement vos téléspectateurs. C'est pour ça que je vous pose une question, madame. Donc, par exemple, ce que vous venez de dire, selon quoi il y aurait une proposition de loi insoumise qui dit qu'Israël c'est de l'apartheid, c'est faux. Il n'y a pas de proposition de loi insoumise. Il y a une proposition de résolution communiste. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point ? Oui, continuez. Bon, donc non, mais j'aimerais que quand vous informez vos téléspectateurs, vous le fassiez correctement. Ce sont des sujets sur lesquels il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Et c'est pas si vous avez dit n'importe quoi à l'instant, Jérémy Brossard. Est-ce que vous pouvez répondre sur le fond ? Je viens de répondre. Il n'y a pas de proposition de loi insoumise qui dit qu'Israël est un apartheid. Il n'y en a pas. Sur Jérémy Corbyn, par exemple. Ah, d'accord. Donc déjà, on évacue. Vous voyez bien qu'il y a un problème, si vous voulez, d'une espèce de musique qu'installe le gouvernement et l'extrême droite à notre sujet. Votre travail, c'est de rectifier les faits, monsieur Brossard. On a compris sur Est-ce que vous pouvez répondre sur Jérémy Corbyn ? Oui, et donc Jérémy Corbyn quoi ? Jérémy Corbyn a été accusé d'antisémitisme, puis réintégré dans son parti, et on lui a fait des excuses. Ensuite, voilà. Point barre. Il n'y a pas de lien entre Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise officielle, et Jérémy Corbyn. Est-ce que vous avez vu une seule fois qu'on ait fait quoi que ce soit à propos de Jérémy Corbyn dans cet hémicycle ? Et je vous pose la question parce que Éric Dupond-Moretti a cité le nom de Jérémy Corbyn à l'instant dans l'hémicycle. Vous pouvez répondre sur ce point. On a répondu 1000 fois. Je rappelle que c'est pas de ce matin. On prend acte de votre réponse. Merci. C'était pendant les élections législatives. Jérémy Corbyn est venu soutenir 2 candidates insoumises. Bon, donc la discussion a eu lieu à cette époque-là, déjà il y a 1 mois et demi. On a bien compris, Madame Raquel Garrido, que vous estimez avoir répondu donc à la question que vous posez, Jérémy Brossard. Merci d'avoir répondu à nos questions. Donc, Raquel Garrido, députée de Seine-Saint-Denis. On va revenir, Jérémy Brossard, justement, pour bien remettre les choses dans leur contexte pour les Français qui nous regardent aujourd'hui. C'est peut-être pas très clair. Voilà, effectivement, on va revenir sur ces accusations d'antisémitisme qui reviennent à l'Assemblée nationale. Que s'est-il passé aujourd'hui ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'origine de ce coup d'éclat, effectivement, et le départ des députés insoumis de l'hémicycle, c'est une question de Meyer Habib, qui est un député des Français de l'étranger, de la circonscription d'Israël. C'est lui-même un homme d'affaires franco-israélien, présenté comme proche de la droite israélienne, et qui a interrogé le garde des Sceaux sur l'attentat de la rue des Rosiers. On va commémorer dans quelques jours, le 9 août prochain, les 40 ans de l'attentat antisémite de la rue des Rosiers, qui avait fait à l'époque, en plein cœur de Paris, 6 morts et 22 blessés. Éric Dupond-Moretti répond notamment à cette question dans laquelle Meyer Habib accuse la France insoumise d'islamo-gauchisme et de faire le lit d'un certain antisémitisme en France. Ce sont en tout cas les accusations qu'il porte, et ce sur quoi il interroge effectivement le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux répond, prend la parole, explique qu'il sera le 9 août, la date anniversaire de l'attentat de la rue des Rosiers. Il sera sur place pour commémorer effectivement cet attentat, et il renvoie d'une certaine manière dos à dos à la fois communistes et insoumis sur l'islamo-gauchisme. Il parle de Jérémy Corbyn et de ce terme d'apartheid qui est dans la proposition de loi défendue par des députés communistes, et il renvoie aussi dos à dos l'extrême droite, le Rassemblement national, rappelant l'histoire du Rassemblement national, Jean-Marie Le Pen, le point de détail, ce qui a provoqué effectivement ce coup de sang, on va dire, des députés insoumis. En tout cas, ça relaie, ça met, on va dire, une nouvelle couche, ou en tout cas une volonté de faire émerger au sein de l'Assemblée cette polémique qu'on voit dans les médias, notamment depuis plusieurs jours. Il y a notamment dimanche, dans le journal du dimanche, Michel Onfray qui avait critiqué les insoumis pour faire le lit de l'antisémitisme sous couvert d'aide au peuple palestinien. Merci beaucoup, Jérémy Brossard. On en vient à présent à la chaleur. Elena Morna nous a rejoint parce que la vigilance a changé, vigilance canicule. On est passé de 5 à 27 départements
départements en vigilance orange canicule. Effectivement, comme prévu, effectivement, cette canicule s'intensifie et elle s'étend jusqu'au midi toulousain et elle remonte vers l'est du Rhône ainsi que la Bourgogne, le Jura, la Franche-Comté et l'Alsace. Tous ces départements, donc ces régions sont concernées par cette vigilance orange canicule. Quasiment tout le reste de la France, en tous les cas le sud de la Loire et le nord-est, sont elles concernées par une vigilance canicule jaune. Seule exception, la Lozère, le Var et la Corse où on ne va pas parler d'îlots de fraîcheur, mais où on restera dans des normales de saison. Alors, on reste aussi en vert sur le nord-ouest, là où la canicule n'atteindra pas donc ces régions. Mais tout le sud de la France, en tous les cas le sud de la Loire et la façade est, sont concernés par ces chaleurs suffocantes. Merci beaucoup, Elena Morna. Retrouvez votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. Voilà, rendez-vous de l'été, ma recette avec un chef. Et aujourd'hui, Pascal de la Tour du Pin, que l'on retrouve dans les prestigieuses cuisines du Georges V, avec au menu un cœur de saumon tiède. On a beaucoup de chance aujourd'hui, parce que Christian Pesquer nous accueille dans ses cuisines. 3 étoiles. 3 étoiles Michelin, on est au 5 à Paris. C'est le temple de la gastronomie française. Est-ce que je t'ai bien présenté? On peut pas mieux faire. Et aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je t'ai fait un petit saumon avec Voilà. des perles de légumes. Alors, Christian, on commence par quoi? Là, tu vas prendre des petites carottes et tu vas faire des petites billes, tu vois. Tu roules, voilà. Hein. Tu fais faire ça aux enfants, tu vois. Ah ouais, c'est génial. Regarde, j'ai ton talent. Hein. Ben voilà, regarde, tu vois. Je vais pas être embauché. Voilà, et là, tu me fais des petites billes de navet, pareil. D'accord. Alors, carottes, navet. Tu rentres dedans, oui. tu tournes. Ah oui, il faut vraiment tourner, d'accord. Voilà. Je rentre. Voilà. Super idée. Ok. Une fois que tu as ça, ouais. On en fait quelques-uns. Avec le concombre. Le navet, concombre, carottes. Super, bah tu vois que tu réussis bien. Voilà, super. Non, c'est très joli. Hein, tu vois les belles couleurs? C'est appétissant, c'est joli. Une fois que tu les as, tu as préparé de l'eau, de l'eau bouillante. On va les mettre. On va cuire la carotte un petit peu qui est plus dure. Ouais. Après, le navet. Le navet. C'est moins dur que la carotte. Un peu moins. On va les faire cuire. Ouais. Et au dernier moment, on va mettre des concombres. Bon, montre-nous le saumon. On va chez le poissonnier. Oui. C'est ça? Le poissonnier ou dans un supermarché, on prend un morceau de saumon fumé. Vous voyez combien de centimètres? 1 centimètre, un gros centimètre. Tu vois? Voilà. C'est beau. Là, nos billes sont à peu près cuites. On va finir. Voilà, les petites billes de concombre qu'on rajoute. Un coup d'ébullition. On va les laisser un peu croquantes. Okay. Regarde que c'est beau. C'est beau. On va faire un petit beurre blanc. Okay. On prend un peu d'échalote. Ciselé très très fin. Ouais. On va mettre un peu de vin blanc. On va cuire ça doucement. On va mettre un peu de crème. Ah, tu mets de la crème, d'accord. On appelle ça un petit beurre à nantais. Et on prend un peu de beurre. Oui, salé. Breton. Hors de question que ce soit autre chose. Ah c'est bah ça. bien sûr. Ah oui. Faut que ça soit très liquide finalement. D'accord. Alors tu vas prendre tes légumes, tous tes légumes, tu vas les mettre à réchauffer dans ce petit beurre. D'accord. Regarde comme c'est beau. Et là, beaucoup de jus. Voilà. Et là, on peut mettre des petites fleurs. Ah, c'est des petites pensées. Tu vois? Ah bah là, ça change tout. 2 petites pensées dans l'assiette. Entre fleurs. Regarde ça, cette merveille. Ah, je vais te faire goûter, tu vas voir. Quelques légumes. Un peu de sauce. T'as le moelleux, t'as le croquant. Et surtout, t'as beaucoup d'amour dans les assiettes. Beaucoup d'amour. Refaites-le à la maison, vous allez faire un tabac. Merci Christian. Merci beaucoup pour cet accueil et ce plat merveilleux. C'était votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. T'es tombé? J'ai fait des allers-retours et je suis tombée. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. Voilà. C'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. Contre le Covid-19,
Une deuxième dose de rappel est recommandée dès 60 ans pour les femmes enceintes, les personnes à risque de faire une forme grave et leur entourage. Avec idgarage.com, trouvez le bon garagiste en un claquement de doigts. idgarage.com, c'est le moyen le plus simple pour comparer les devis, choisir les meilleurs garages et payer le juste prix. idgarage.com. Comparer, réserver en toute confiance. Ce gummy n'est pas un bonbon. C'est un bon boost pour faciliter votre transit. Le bon boost, c'est Nova Boost. Qui est le numéro 1 des fournitures scolaires en ligne? Rentrediscount.com. Rentrediscount, c'est plus de 10 000 produits. Avec toutes les marques, pour toutes les classes, jusqu'à moins 40%. Et toujours sans bouger de chez vous. Alors pour vos fournitures scolaires, c'est... Rentrediscount.com. J'allais le dire. Non, pourquoi t'es relou? Oh, ça va. Oh, mais qu'est-ce que t'as mis là? Avec nos experts, concevez une cuisine qui vous ressemble. En magasin ou depuis votre canapé. Prenez rendez-vous sur Ikea.fr. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris. Régime Box, ça marche. Nos clients perdent en moyenne 4 kilos dès le premier mois. Et comme chaque personne est unique, notre programme est entièrement personnalisable. Personnalisable en fonction de vos objectifs. La durée du programme s'ajuste à votre objectif de perte de poids. Personnalisable en fonction de vos besoins. L'apport calorique journalier est personnalisé en fonction de votre métabolisme. Personnalisable en fonction de vos goûts. Vous choisissez vos repas parmi une soixantaine de recettes gourmandes. Bénéficiez jusqu'à 64% de réduction sur le premier mois de votre programme. Alors, si vous voulez perdre du poids, allez sur regimebox.fr, regimebox.fr. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. La Montagne Noire, c'est le terroir de nos saucissons Montagne Noire, la fierté de notre coopérative. Ici, en Occitanie, nous prenons le temps pour qu'ils révèlent tout leur caractère. Montagne Noire, le temps du terroir. Quand vous commandez comme j'aime, vous recevez d'abord ce gros colis. Dedans, vos repas pour un mois et à l'intérieur, 4 valisettes, une par semaine et dans chaque valisette, tous vos repas pour une semaine. Par exemple, lundi, le matin, muesli au chocolat, au déjeuner, blanquette de volaille, au goûter, un cookie et le soir, lasagne végétarienne. Vous allez vous régaler et perdre du poids. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. L'Express, s'informer pour réussir. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais, mais comme ça je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. En ce moment chez Fram, la Côte d'Azur est à partir de 299 €. Profitez-en. Just a little bit of take it easy. Show you're liking it and love it. You know that we're gonna hit the heights, 'cause I'm sure that we're made to fit together, just like Jesus. C'est ça la magie du reconditionnement par Aramis Auto. Et le plus beau dans tout ça, c'est le prix, qui restera toujours d'occasion. Retrouvez des voitures reconditionnées par des experts au meilleur prix garanti. Aramis Auto, on n'a pas fini de réinventer l'automobile.
16h30 sur BFM TV, à la une de l'actualité cet après-midi, les dernières questions au gouvernement à l'Assemblée marquées par ce nouveau coup d'éclat. Les députés La France Insoumise ont quitté l'hémicycle. À l'origine, une question posée par Meyer Habib, un député apparenté des Républicains des Français établis hors de France, à Éric Dupond-Moretti, accusant l'extrême gauche d'antisémitisme. On vous explique tout dans ce journal. Dans l'actualité également, la chaleur, la vigilance est passée de 5 à 27 départements en alerte orange canicule selon Météo France, des Pyrénées à l'Alsace. Les détails dans un instant avec Elena Morna. À la une également, cette fin de cavale pour le chef d'Al-Qaïda. Les États-Unis ont éliminé le numéro 1 de l'organisation terroriste, Ayman al-Zawahiri, sur son balcon à Kaboul, en Afghanistan. Successeur d'Oussama Ben Laden, il était l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre 2001. Justice a été rendue, a annoncé Joe Biden. Et puis le commissariat de Vitry-sur-Seine, près de Paris, visé par une attaque dans la nuit de dimanche à lundi. Une vingtaine d'individus ont lancé des mortiers d'artifice et des cocktails Molotov. Bilan, 3 interpellations, une garde à vue, mais pas de blessés selon la préfecture de police. Mais tout d'abord, la politique, et ça a encore chauffé à l'Assemblée. Pour cette dernière séance des questions au gouvernement, ce nouveau coup d'éclat de la France Insoumise, tous les députés ont quitté l'hémicycle pour ces dernières questions. Meyer Habib a posé une question sur le sort des terroristes sur la rue des Rosiers en 1982. On l'écoute, ainsi que la réponse d'Éric Dupond-Moretti. Madame la Première ministre, en 2022, le nouvel antisémitisme est toujours présent en France, notamment à la gauche de cet hémicycle avec les islamo-gauchistes. Et cette résolution immonde de 37 députés NUPS qui, eux au moins, sont clairs dans leur haine des Juifs et d'Israël. Par clientélisme et électoralisme cynique, ils ont troqué le bleu ouvrier contre le vert islamiste, la faucille et le marteau contre la charia. Onfray a raison, la synagogue brûle et on regarde ailleurs. Un petit mot à l'extrême gauche. Corbyn, l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau. Moi, je suis fier d'appartenir au gouvernement que conduit une rescapée. Je suis fier de ce que, en permanence, le président de la République dit pour lutter contre l'antisémitisme. Monsieur le député, voilà ce que nous avons fait. Nous avons fait des dépêches pour interdire le boycott, la création d'un pôle haine en ligne. Merci. S'en prendre à un juif, c'est s'en prendre à toute la République. Alexis Cuvillier est avec nous, journaliste au service politique de BFM TV, pour bien comprendre ce qui s'est passé, cette séquence qui a marqué les esprits. Pourquoi les députés LFI ont-ils choisi de quitter l'hémicycle, Alexis ? Les députés de la France Insoumise, comme l'a dit tout à l'heure Raquel Garrido sur notre antenne, estiment que cette accusation d'antisémitisme est totalement infamante, qu'elle ne repose sur rien, même si, vous l'avez entendu, les propos d'Éric Dupond-Moretti étaient extrêmement forts, que le garde des Sceaux s'appuie donc sur la présence aux côtés de Jérémy Corbyn, l'ancien leader travailliste au Royaume-Uni, lui-même qui a été exclu de sa famille politique en Angleterre pour des propos antisémites. Eh bien, Éric Dupond-Moretti juge que la présence de certains élus LFI aux côtés de ce leader britannique est inacceptable. Il parle aussi de cette fameuse résolution qui condamne un régime d'apartheid en Israël, une résolution portée par un élu communiste, signée par 37 élus communistes et la France insoumise. Voilà pour le reproche qu'a adressé Éric Dupond-Moretti aux députés LFI qui ont donc décidé, c'est un geste fort évidemment, une image forte symboliquement, ils ont décidé de quitter l'hémicycle, même s'il faut préciser qu'à ce moment-là, Éric Dupond-Moretti, lui, s'adresse également à l'extrême droite de l'hémicycle en reprochant là aussi des propos antisémites, en disant qu'il fallait se rappeler du point de détail de l'histoire du père fondateur, référence bien sûr aux propos polémiques de Jean-Marie Le Pen. Voilà donc pour cette scène extrêmement forte. Ça a même un peu rebondi dans les minutes qui ont suivi, puisque Boris Vallaud le socialiste a à nouveau fait référence à ce qui s'était passé dans l'hémicycle, et Elisabeth Borne a répondu à Boris Vallaud: vous êtes un républicain, vous combattez contre l'antisémitisme, ce n'est pas le cas de tout le monde sur ces bancs. Donc on voit qu'en effet, cette dernière séance de questions au gouvernement a été tendue. Effectivement, c'est le moins que l'on puisse dire. Et cette dernière séance, donc, qui a été aussi l'occasion
pour Marine Le Pen, bien avant cela, lors d'un point presse que vous avez suivi en direct sur BFM TV, de dresser le bilan du début de législature du groupe qu'elle préside à l'Assemblée et de fustiger par la même occasion les 100 premiers jours du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Il ne s'est rien passé, a-t-elle déclaré. On dit que c'est dans les 100 premiers jours qu'on impulse en quelque sorte un mandat. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a senti absolument aucune impulsion dans ces 100 premiers jours d'Emmanuel Macron. Il ne s'est quasiment rien passé. La seule chose qui s'est déroulée, c'est ce projet de loi sur le pouvoir d'achat qui était une obligation. L'actualité à l'étranger à présent. Justice a été rendue. Déclaration de Joe Biden, le président américain, pour annoncer la neutralisation du chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, 71 ans, qui a été tué dans la nuit de samedi à dimanche par une frappe de drone américain à Kaboul, en Afghanistan. La fin d'une traque de plus de 20 ans de l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre 2001. Pierre-Henri Holderbaum. Sa tête était mise à prix à 25 millions de dollars par les États-Unis. Le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, a été tué dans la nuit de samedi à dimanche en Afghanistan, comme l'a annoncé Joe Biden dans une allocution. Samedi, sous mes ordres, les États-Unis ont mené avec succès une frappe aérienne à Kaboul, en Afghanistan, qui a tué l'émir d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Repéré à plusieurs reprises sur un balcon, Ayman al-Zawahiri a été frappé par 2 missiles Hellfire tirés par un drone américain à Kaboul. L'un des hommes le plus recherchés dans le monde avait repris la tête de l'organisation terroriste Al-Qaïda à la mort d'Oussama Ben Laden, tué en 2011 par un commando américain en Pakistan. Considéré comme l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre, qui avait fait pas loin de 3000 victimes. Aux familles qui ont perdu pères et mères, maris, femmes, fils et filles, frères et sœurs, amis et collègues, ce jour douloureux de septembre, j'espère que cette action décisive permettra de tourner la page. Responsable de milliers de morts, il se fait connaître en 1981 pour son implication dans l'assassinat du président égyptien Anwar al-Sadat pour le compte du djihad islamique qu'il fonde en 1970. Diplômé en médecine, il soignait même dans les années 80 les djihad qui combattaient les soviétiques avant de rencontrer Ben Laden qu'il rejoindra fin des années 90 dans l'organisation Al-Qaïda. Ayman al-Zawahiri est à l'époque l'ennemi numéro 1 des États-Unis pour avoir commis en 1998 des attentats contre des ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Alors comment les Américains réagissent-ils aujourd'hui à cette nouvelle? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Qu'est-ce qui s'est lu dans la presse ce matin aux États-Unis? Donc, précision de Loubna Anaki, correspondante BFM TV aux États-Unis. Eh bien ici, les réactions sont unanimes. Tout le monde se félicite de la mort d'Ayman al-Zawahiri. Les médias américains saluent le travail des services de renseignement américains qui n'ont jamais cessé toutes ces années d'essayer de le localiser. Ils saluent également la décision de Joe Biden de l'éliminer. Dans une Amérique plus divisée que jamais, cette annonce a offert un moment d'unité. Côté républicain, par exemple, le sénateur Lindsey Graham, connu pour sa fidélité sans faille pour Donald Trump, eh bien Lindsey Graham a félicité l'administration Biden pour, je cite, cette victoire dans la lutte contre le terrorisme. C'est aussi une victoire pour Joe Biden ici aux États-Unis, surtout après ce retrait chaotique d'Afghanistan il y a un an. On s'en souvient, un retrait chaotique pour Joe Biden. Même la chaîne Fox News, la chaîne conservatrice, a un peu changé de ton depuis hier. D'habitude, les présentateurs raillent le président américain. Ils le présentent comme un leader sénile et mou. Et bien là, Joe Biden a prouvé qu'il pouvait prendre des décisions militaires et qu'il pouvait se montrer ferme face au terrorisme. Cela va sans doute faire du bien à sa cote de popularité en berne depuis plusieurs mois. Et à 100 jours des élections de mi-mandat, c'est forcément une bonne nouvelle pour les démocrates. On en vient à présent à cette troisième vague de chaleur de la saison qui remonte aujourd'hui vers le nord de la France. Et avec cette vigilance qui a changé, on est passé de 5 départements en vigilance orange canicule à 27 désormais dans tout le pays. Vous le voyez, cette nouvelle vigilance. Chloé Giraud, vous êtes dans le département du Rhône. Vous êtes au parc de la Tête d'Or avec des personnes qui ont choisi de se rafraîchir à la piscine, juste derrière vous. Oui, tout à fait. Ici, c'est un endroit assez idéal pour venir se rafraîchir en plein cœur de Lyon. Vous le disiez, dans ce parc de la Tête d'Or, grâce à ces bassins éphémères qui sont installés ici pour tout l'été. Ça fait plusieurs années que cette initiative est mise en place et c'est particulièrement prisé, notamment par les jours de forte chaleur comme aujourd'hui. Justement, on est avec Dalila. Vous venez tout juste d'arriver. Vous n'avez pas encore eu le temps d'enfiler le maillot de bain. Là, il fait à peu près 33 degrés. Vous avez hâte de vous mettre à l'eau?
Ah oui, je suis pressée même. Même habillée, je crois que j'irai. Et toi? Aussi. Il va faire encore plus chaud là, les prochains jours, 38-39 degrés. Ça va être quoi le programme pour vous? Comment vous allez vous rafraîchir? Boire, piscine, boire, piscine, boire, piscine. Bouquiner et me détendre. C'est l'endroit idéal ici pour vous qui habitez à Lyon? Oui, par rapport à la piscine de l'extérieur, franchement là, il y a de la verdure et puis il y a moins de monde. Et franchement, on est bien. Voilà, ça détend, voilà. Et pour les enfants aussi, c'est très agréable. C'est le top. Oui, c'est très très bien. Et on vient tout le temps en vélo. On essaye d'y aller une fois, par exemple, on y va le lundi, on n'y va pas mardi, on y va le mercredi, on y va pas jeudi, on y va vendredi, etc., etc. Eh ben, on vous laisse aller en profiter et puis vous aussi et puis beaucoup de Lyonnais risquent de venir en profiter dans les jours qui viennent puisque les températures, je vous le disais, vont continuer à augmenter. Le pic est attendu pour jeudi avec près de 39 degrés ici dans le Rhône. Merci Chloé Giraud en direct de Lyon avec Valentin Rivolier. On en vient à présent à cette autre actualité. Cette enquête ouverte après l'attaque d'un commissariat de police à Vitry-sur-Seine en région parisienne. Une vingtaine de personnes ont jeté des cocktails Molotov et des mortiers d'artifice sur l'établissement ainsi que dans un véhicule de la BAC. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. Ouais, alors parmi les hypothèses envisagées, des représailles après une récente opération de police anti-stupéfiants. Retour sur les faits avec Laurine Velay, Jérémy Père et Milan Argelas. Sur ces images amateurs, le commissariat de Vitry-sur-Seine est la cible de mortiers d'artifice. L'attaque a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Elle a duré 45 minutes. Il y a eu une attaque organisée du commissariat de Vitry suite à des heurts entre les jeunes et la police. Ils ont été attaqués sur leur parking avec des jets de cocktails Molotov. 4 cocktails Molotov au total, jetés par une vingtaine d'individus vêtus de noir et cagoulés dans la cour du commissariat vers 1h du matin. Les policiers sortent pour tenter de protéger l'établissement et d'interpeller les auteurs des faits. Ils essuient alors une pluie de mortiers d'artifice envoyés par les agresseurs. L'un d'entre eux explose dans une voiture de la BAC. 56 impacts ont été relevés sur ce véhicule. L'attaque aurait été perpétrée en représailles d'une opération de police lancée durant le week-end dans une cité voisine. Pour éviter que les agressions ne se multiplient, les syndicats de police réclament plus de moyens et le soutien de leur hiérarchie. J'aimerais aujourd'hui que la direction du Val-de-Marne prenne en compte que ces attaques ne sont pas anodines et qu'elles sont très sérieuses. On n'a aucun soutien de la hiérarchie sur place. Bien au contraire, on minimise les blessures. Et il est important aujourd'hui vraiment de prendre tout ça au sérieux. La réalité, c'est que le soir, sur les services de nuit, il y a beaucoup moins de monde dans les commissariats. Et pour travailler dans de bonnes conditions, il faut avant tout du personnel humain, sur le terrain. Selon le parquet de Créteil, une personne est actuellement en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, dégradation et actes d'intimidation. 16h42, votre chronique, c'est les vacances et c'est peut-être la nouvelle attraction nautique de l'été. Ça s'appelle l'Overboat, une sorte de jet ski, vous allez le voir, avec quand même quelques petites différences. Oui, parce que lui est électrique, n'émet pas de CO2 et surtout, il est silencieux. On a l'impression de voler au-dessus de l'eau. Reportage à Saint-Raphaël dans le Var de Corentin Ledréan et Emma Arnaud. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Donc voilà la base de bateau, voilà les bateaux. Donc ce sont des overboats. Ouais, ils sont super beaux, super bien finis. Bateau futuriste. Pour ses vacances, ce couple de touristes s'est offert une balade en mer à bord d'une embarcation insolite. L'Overboat, un bateau monoplace très proche du jet ski. La différence, il est électrique et donc non polluant. Le R, c'est marche arrière. Il faudra rester appuyé dessus pour accélérer doucement et reculer. Donc on reste appuyé dessus. Et le D, simplement pour enclencher la marche avant. C'est parti pour 1 heure d'excursion sur la baie de Saint-Raphaël, à une vitesse ne dépassant pas les 30 km/h. En marche, l'Overboat s'élève à 1 mètre au-dessus de la mer. Une sensation unique, celle de voler sur l'eau. Point bonus, il n'émet quasiment aucun bruit, pour le plus grand plaisir des pilotes. Au moment où on sort de l'eau, c'est vraiment une sensation de tranquillité, de plénitude, de voler surtout. Franchement, une sensation incroyable. On a l'impression vraiment de voler au-dessus de l'eau. On n'a pas les à-coups du jet ski.
Facile d'utilisation, l'Overboat ne nécessite pas de permis bateau. Il est ouvert au plus grand nombre. On peut vraiment toucher tout le monde, donc ça c'est cool. Du plus jeune, entre guillemets, puisque c'est à partir de 16 ans jusqu'au plus vieux. Il n'y a pas beaucoup d'activités où tout le monde peut monter dessus et voilà, c'est vraiment plaisant, quoi. Comptez une 60aine d'euros pour 1 heure de balade, l'occasion de découvrir les côtes de la Méditerranée, presque dans la peau d'un dauphin. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. La météo avec Elena Morna. La météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. On y va pour la visite ? Regardez la météo avec Century 21, au cœur du quartier, pour mieux vous conseiller. Comme prévu, la chaleur s'intensifie sur l'ensemble du pays. La vigilance a été étendue à 27 départements pour la vigilance canicule orange. Nous sommes à 41 départements, vous le voyez, pour cette même vigilance canicule, vigilance jaune. Alors, votre temps pour demain, il sera en relation avec cette masse d'air chaud qui nous arrive du sud de l'Europe. Masse d'air chaud et un ciel souvent clair, avec quelques brouillards, c'est vrai, en matinée, qui vont disparaître l'après-midi, pour laisser quelques nuages circuler sur la pointe du Finistère ou encore sur le Pays Basque. Alors la suite, ce sont des températures encore relativement douces, en tout cas sur une grande partie du pays le matin, mais déjà à 21 à 24 degrés près de la Méditerranée. Et puis dans l'après-midi, voilà que ça se réchauffe très sérieusement, rien en dessous de 30-31 degrés sur la plupart des régions. Et on aura quand même un petit îlot de fraîcheur sur Brest ou encore sur Cherbourg avec 24 à 26 degrés. C'était la météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. On y va pour la visite ? C'était la météo avec Century 21, au cœur du quartier, pour mieux vous conseiller. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est BFM Story présenté par Alain Marchal qui reviendra notamment sur l'attaque de ce commissariat à Vitry-sur-Seine par une vingtaine d'individus dans la nuit de dimanche à lundi avec des tirs de mortier d'artifice et également des cocktails Molotov. 3 personnes interpellées et une toujours en garde à vue. Très bonne fin de journée à tous. Bonne fin d'après-midi sur BFM TV.